Bonjour à tous et bienvenue au Studio JAL. Aujourd'hui on reçoit Sergio. Merci beaucoup de m'avoir invité, Janice et Alice. Avec plaisir. Sergio qui est un camarade puisqu'il fait le Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique à Paris 1 comme nous. Donc on va revenir sur son parcours et tu vas nous expliquer point par point et chronologiquement ce que tu as fait et tes conseils pour les étudiants qui nous regardent. Donc tout d'abord on va parler de ton parcours avant la licence. Comme on sait que tu as vécu à l'étranger, on aimerait bien que tu nous en parles un peu plus. Du coup effectivement j'étais à l'étranger avant, j'étais au lycée franco-péruvien de Lima et j'ai suivi la filière scientifique du coup avant ma licence et c'est vrai que c'est une expérience assez enrichissante de pouvoir vivre dans un autre pays avant de venir à Paris pour les études supérieures et ça m'a permis d'avoir une ouverture sur un autre monde qui est l'Amérique latine et donc je suis arrivé à Paris en 2017 pour commencer mes études supérieures. Donc tu as fait une licence de droit plutôt privé ou public? J'ai fait une licence de droit général en L1, L2, voilà. Et c'est en L3 que j'ai décidé de me spécialiser en droit plutôt privé. Et du coup, pendant ta licence, est-ce que tu avais déjà une appétence pour le numérique? Parce que c'est vrai qu'après, tu as fait ton Master 1 du coup, en droit du numérique. Et du coup, est-ce qu'au préalable, tu avais déjà fait des matières qui t'ont donné envie de faire ce parcours-là? Alors, pas du tout. Non, moi, j'ai découvert vraiment le numérique en L3. Mais en fait, j'avais quand même une appétence qui venait du lycée, en fait, parce que j'ai fait un bac S et j'aimais beaucoup la physique, les mathématiques, l'intelligence artificielle. Je me souviens, j'avais lu la biographie de Steve Jobs quand j'étais très jeune et ça m'a vraiment donné envie de faire quelque chose de numérique dans ma vie et mes premières années de licence étaient assez compliquées pour moi parce que j'aimais pas beaucoup le droit au début, surtout la L2 c'était très technique, des matières comme droit administratif m'ont fait un peu avoir un rejet envers le droit. Et c'est par la suite, c'est en L3 que je me suis vraiment rendu compte que j'aimais beaucoup le numérique et que je pouvais donner un sens numérique à ma carrière de juriste. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer le M1 droit numérique à la Sorbonne. Donc tu as pensé à arrêter le droit du coup pendant cette L2. C'est quoi tes conseils? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent qu'ils veulent arrêter le droit, notamment pendant la L2. Qu'est-ce que tu leur conseilles, de plutôt s'accrocher ou de trouver une alternative? Moi je trouve que c'est assez normal en fait de vouloir arrêter en L2 parce que c'est une année où t'as beaucoup de cours qui sont très généraux, t'as pas beaucoup de pratiques et tu décroches assez facilement dans des amphithéâtres de 200 personnes où t'as pas forcément un suivi et t'as pas encore beaucoup d'amis à la fac et si t'es pas dans une association ou voilà, moi en tout cas j'étais à l'équipe de tennis, tu te sens un peu isolé en fait. Et ce qui m'est arrivé en L2 et avec les grèves et tout, voilà, etc. Je me sentais pas forcément très à l'aise. Et mon conseil c'est de foncer en fait la L2 parce que la L3 est quand même beaucoup plus spécifique, donc finalement ça t'ouvre un peu plus les portes sur un monde qui est plus pratique. On arrête de faire des commentaires d'hype pour faire plus de cas pratiques, etc. Et en M1 c'est encore plus concret. Donc voilà, franchement accrochez-vous et parlez-en à vos profs parce que souvent il y a beaucoup de profs qui sont très passionnés parce ce qu'ils enseignent. Du coup c'est juste une idée de leur dire, leur transmettre le fait que vous êtes un peu démotivé. Voilà. Et du coup, le tennis, ça t'a beaucoup aidé dans cette année-là pour continuer et persévérer. Exactement, moi, comme je vous ai dit, je fais partie de l'équipe de tennis de la Sorbonne depuis la L1. En fait, et c'est un cadre qui m'a permis de pouvoir grandir en tant que sportif, mais aussi en tant qu'étudiant et aussi en tant que coéquipier. J'ai fait beaucoup d'amitiés que je garde encore et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu familial que j'avais avec l'équipe, de pouvoir les retrouver tous les lundis matins, etc. Et donc c'est un peu comme faire partie d'une association de la fac. Et voilà, ça c'est un plus à côté de ma licence, donc je me suis senti très à l'aise. Et comment t'as réussi, ou encore maintenant, à gérer ta carrière de sportif et ta vie de sportif et les cours? En fait, ça n'a pas toujours été très évident parce que je sens que j'ai pas forcément eu le soutien du corps enseignant tout au long de ma licence. Des fois, c'était quand même un peu compliqué de devoir dire que j'avais une compétition ou un entraînement à un moment précis et forcément, pour eux, c'est toujours une priorité les études avant le sport. Et donc ça a un peu été une idée de jongler entre entraînement et fac. Des fois j'avais pas de cours, j'avais pas d'examen, donc je pouvais faire les compétitions que je voulais, c'était génial. Mais des fois j'ai dû refuser plusieurs fois de faire des compétitions parce que on me le permettait pas et parce que les profs ils étaient assez intransigeants par rapport à ça. Donc moi quand je suis arrivé en M1 et surtout en M2, j'ai compris que les directeurs de master étaient un peu plus bienveillants
par rapport à ça, qui récompensait davantage le fait que tu étais un sportif. Et du coup, je pouvais bénéficier de certains ajustements sur mon horaire, sur les examens, et notamment avec madame le professeur Rochefeld, qui m'a tout de suite compris par rapport à mes besoins de devoir décaler des cours ou des examens. Donc ça, j'ai remarqué que ça a commencé à arriver depuis le M1, M2, mais pendant la licence, non, je peux pas dire que je bénéficiais vraiment d'un statut d'étudiant sportif. Et pourtant, tu étais dans l'équipe de tennis de la Sorbonne, et du coup, il y avait vraiment pas d'ajustement parce que c'était sous la fac, donc normalement, ils essayent de faire en sorte que vous ayez la balance pour pouvoir faire à la fois le tennis pour la fac et vos études, et il n'y a vraiment eu aucun retour de Comme prof, tu le dis, c'est vraiment l'idée. Ça serait vraiment l'idéal que ça soit comme ça, qu'il y ait une communication entre le corps d'enseignants en sport, entre mon coach par exemple, et mes chargés de TD ou mes profs d'amphithéâtre. Et ce qui est le cas actuellement pour beaucoup d'amis que je connais qui ont fait du sport-études aux États-Unis par exemple, au Canada ou même en Espagne, et qui bénéficient d'un statut, j'aimerais pas dire d'un statut particulier parce qu'on n'est pas plus que d'autres étudiants, mais d'un statut qui permet de justement pouvoir être sportif et étudiant en même temps, et ce qui n'est pas forcément le cas à Paris 1. Donc moi je pense que je suis plutôt pour une meilleure communication entre les plusieurs branches de l'université pour pouvoir permettre à des étudiants qui ont envie de représenter leur faculté dans des compétitions souvent soit régionales, soit internationales, voire européennes, et donc de leur donner les facilités de pouvoir le faire. Ouais, il faudrait une revalorisation du parcours associatif et du parcours sportif. Du coup, je sentais que le sport n'était pas forcément revalorisé, c'était uniquement une note de plus sur ta moyenne et pas vraiment un esprit de compétition et de représenter ta faculté, comme ça l'est dans d'autres universités américaines, par exemple, où c'est vraiment tout le monde qui va voir les matchs, il y a vraiment un esprit de compétition, mais aussi d'être en compétition avec d'autres étudiants, de rencontrer des gens et tout, ce qui est vraiment très agréable. Et donc voilà, c'est un peu ça que je critique du système actuel, que ce sport à la française dans les facultés n'est pas forcément très bénéfique pour des étudiants qui ont cet esprit de compétition et cet esprit de se sentir dans une vraie équipe. Et juste, t'as une petite question sur ça. Dans votre équipe, vous êtes beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup de personnes qui ont le même âge que toi, ou c'est des personnes qui sont en L1, en L2, en Master 2 ? On est à peu près, je pense, une dizaine de personnes à l'équipe, par exemple, de tennis à la Sorbonne. Il y a tous les profils, tous les âges. Depuis la L1, il y a des gens qui peuvent intégrer l'équipe. Donc, moi, j'incite tous les sportifs, que ce soit le tennis ou n'importe quelle discipline, à aller voir le coach de leur fac et leur dire qu'ils sont très motivés pour faire partie des compétitions et tout. Donc, non, il n'y a pas de plus de M2 que de L1. Il y a forcément, il y a vraiment une pluralité de profils, ce qui est très intéressant. Et même, il y a des compétitions mixtes, c'est-à-dire qu'on joue avec des filles, on fait des doubles mixtes, ce qui est très intéressant. C'est top ça. On va revenir dès à présent sur ton M1. Tu as fait un M1 droit du numérique donc à Paris 1. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de te spécialiser dès le M1 en numérique et pas partir vers une filière généraliste ? Alors je vous avoue que ça a été un choix assez compliqué en fait, parce que souvent on me conseille de faire un M1 très général. Et après, le Master 1 droit du numérique à la Sorbonne se caractérise parce qu'il est quand même assez général. C'est-à-dire que c'est un peu le nom uniquement du numérique parce qu'on a juste une matière en plus. Mais finalement, ça reste un Master en droit des affaires et en droit de la propriété intellectuelle. Donc finalement, il n'y a pas une grosse différence avec des gens qui ont fait droit des affaires, fiscalité, etc. Et nous, en fait. Donc finalement, j'ai pris ce choix en regardant plutôt la maquette que l'intitulé du Master. Et sinon, ma motivation, elle vient depuis que j'étais au lycée, que du coup j'aimais beaucoup les sciences, j'aimais beaucoup la programmation. J'ai fait rapidement des cours de Python quand j'étais au lycée, et ça m'a donné vraiment envie d'approfondir plus sur le numérique. Et d'ailleurs, ça, on vous conseille de regarder les maquettes et pas forcément le nom du master qui vous intéresse, mais vraiment vous plonger sur les matières qui seront enseignées. Donc après, tu as enchaîné sur ce M2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique. C'était un choix assez logique, je pense, vis-à-vis de ton M1. Est-ce que tu as quand même hésité avec d'autres masters qui s'offraient à toi ? Je trouve que j'ai hésité avec peut-être d'autres masters qui étaient en lien avec le numérique, mais soit plus spécialisés, soit plus généraux, mais pas forcément très
très axé sur l'aspect affaires du numérique. Et du coup, ça c'est un choix aussi que je conseille aux gens de faire, c'est de choisir en fonction de un peu la discipline dans laquelle vous voulez être. Par exemple, moi je voulais être dans le droit des affaires, mais lié au numérique, et je trouve que le master du professeur Rochefeld, c'est celui qui collait le plus que par exemple le master création des numériques du professeur Zolaski, qui est plutôt axé recherche et plus axé propriété intellectuelle que numérique, à mon sens. Tu cherchais le plus le pratique et le côté technique du coup du numérique. Exactement. Oui. Pour ton parcours. Exactement. Okay. Et du coup, dans le cadre du master, tu fais un stage. Est-ce que le stage, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes missions? Avant de parler du stage, je voulais juste dire qu'à côté du master, je fais une petite licence en philo en fait, parce que l'éthique en fait m'intéresse beaucoup, et moi j'ai l'impression que à nos jours, il faut mélanger le droit et l'éthique et le numérique pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette formation. Évidemment, c'est pas du tout indispensable pour être un bon juriste ni rien, mais moi, vu que j'aime beaucoup la philosophie et l'éthique, je sentais que intellectuellement ça me poussait à pouvoir être un peu dans le prospectif. Donc voilà. Ça, et tu fais du coup, c'est une licence que tu fais? Du coup, je fais une licence à distance à l'université de Nanterre. À distance parce que ça me permet de suivre les cours à côté du Master 2 et de la philo. Et donc voilà, moi pour l'instant j'ai pas beaucoup de pression de vraiment l'avoir du premier coup ni rien. Je sais qu'à côté du stage, le barreau, etc., il y a beaucoup d'exigences qui s'ajoutent. Donc voilà, mais j'aimerais bien l'avoir un jour et pouvoir avoir juste une licence en philosophie. On te le souhaite. Et du coup, t'arrêter à la licence ou même continuer en master? Ça dépend, je verrai. Mais en tout cas, déjà avoir la licence en philosophie, je suis en L2, ça serait vraiment cool de l'avoir le plus rapidement possible. Donc voilà. Quel est du coup ton stage pour revenir et tes missions? Du coup, j'ai essayé de faire un stage au sein d'un cabinet spécialisé dans le numérique avec mon maître de stage qui est maître Renoir Douan, qui est aussi intervenant au sein du Master 2 de ces 2 EN. Et c'est assez pluridisciplinaire parce qu'on voit pas uniquement du numérique, mais aussi beaucoup de PLA, on a des profils de clients assez divers. Et je m'épanouis bien, en fait, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc je me vois plutôt continuer sur cette voie dans un cabinet. Pourquoi pas tenter l'entreprise un jour, mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Donc ton stage te conforte dans ton choix du numérique et d'être potentiellement avocat un jour. Oui, exactement, et j'aimerais bien passer le barreau en fin d'année scolaire, c'est-à-dire en septembre. Et mon rêve, ça serait de l'avoir du premier coup. On te le souhaite. Voilà. Dernière question, où tu te vois dans 10 ans? Je pense que c'est compliqué de dire où on se voit en 10 ans. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup laisser beaucoup de portes ouvertes et décider au dernier moment où est-ce que je veux me mener. Mais je me vois bien en tant qu'avocat dans un cabinet, soit à titre indépendant, soit dans un cabinet. Et parce que j'aime beaucoup le sport, j'aimerais bien pouvoir continuer à m'épanouir en tant que tennisman à côté de ça. Et dans le numérique plutôt. Et donc voilà. Trop Très cool. bien. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. Vous pouvez retrouver le profil de Sergio en barre de description et vous pouvez retrouver toutes nos interviews et tous nos formats sur nos différents réseaux sociaux que vous trouverez aussi en barre de description.